Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets totalement différents, mais qui, vous allez le constater, peuvent se traiter à partir d'un même endroit. En effet, nous nous retrouverons dans un local situé derrière le centre d'information Côme-Saint-Germain, sur la rue des Écoles à Drummondville. C'est là, en effet, que nous allons trouver les moyens, les éléments qui vont nous permettre de voir comment Drummondville assurera sa diversification industrielle. C'est là également que Brenda Lee Leblanc va nous présenter sa chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre » et va enchaîner en nous faisant faire le tour du propriétaire. C'est là finalement que nous pourrons tracer un bref historique d'une institution qui est totalement vouée à la conservation des repères de mémoire. Mais trêve de mystère, allons visiter ce merveilleux endroit. Présentement dans les locaux de la Société d'histoire de Drummondville et c'est le meilleur endroit, je pense, pour vous faire pratiquement toucher du doigt ce que la collection de photographies anciennes de la Société d'histoire nous permet de faire et surtout nous permet d'apprendre. Dans les émissions précédentes, nous avons dit que Drummondville, à cause de l'arrivée massive d'entreprises de textiles, donc que Drummondville a eu le surnom de ville de la soie. Ce surnom, il va le porter pendant plusieurs années, mais dès les années 30, en fait, de nouvelles industries vont venir s'installer à Drummondville qui vont faire une sorte de diversification et qui vont faire que le surnom de ville de la soie va devenir de plus en plus impropre pour désigner Drummondville. Inutile de penser faire le relevé de toutes ces industries des années 30 et des années 40, mais je pense, et dans ce fouillis qui est devant moi, c'est un peu beaucoup ce que j'ai pu retenir, je pense qu'on peut pointer du doigt certaines entreprises plutôt que d'essayer de toutes les énumérer. Et il y a une entreprise qui est marquante en termes de diversification et qu'on qualifierait volontiers aujourd'hui d'entreprise de haute technologie, c'est la Canadian Marconi. La Canadian Marconi qui, à partir de 1926, va opérer, et on le voit très bien sur cette photographie, va opérer un système de télécommunication à l'aide de 8 tours d'une centaine de mètres de hauteur, 8 tours qui vont permettre de faire de la transmission, diffuser les messages directement d'ici de Drummondville jusqu'à Melbourne en Australie. Donc la Marconi, ici peut-être une autre vue des installations, c'est une photo des émetteurs en fait. Voilà donc en ce qui concerne la Canadian Marconi qui va s'installer, j'ai oublié de le mentionner, mais qui va s'installer sur les lieux mêmes où était située la poudrerie de la Aetna Chemical qui, on le sait maintenant, est disparue aux années 1919 à la suite de quelques explosions, dont une qui avait été assez catastrophique d'ailleurs, mais surtout et d'abord et avant tout à cause de la fin de la Première Guerre mondiale. En 1930, très précisément, c'est la Denison Manufacturing Company qui va venir s'installer à Drummondville. La Denison, qui est une entreprise qui fabrique du papier, en fait, du papier de qualité pour des emballages cadeaux, du papier, ce qu'on appelait quand on était jeune, les plus anciens parmi nous s'en souviendront, ce qu'on appelait le papier crêpé, des trucs semblables, des étiquettes de Noël, des étiquettes d'adresse, toutes sortes de papiers si on veut, bien travaillés, finement travaillés, des serviettes de table, en fait, tout ce qui sert à décorer une vie en termes de papier. Eh bien, la Denison va venir s'installer précisément au coin, à l'intersection de la rue Saint-Georges et de la rue Hébert, soit face à la fonderie Gosselin. La Denison s'installe sur un terrain qui avait d'abord été occupé par la Walsh Plate and Structural Works, qui a fermé ses portes en 1927. De la Denison, on passe à une autre entreprise qui est arrivée en 1930. Eh bien, c'est une entreprise qui, sur la rue Lindsay, au coin de la rue Saint-François, qui aujourd'hui s'appelle la rue Tessier, c'est la Old Tite Rubber. La Old Tite Rubber, quand je dis qu'il y a quelque chose qui va plaire aux anciens, vous vous souviendrez que pendant des années, on voyait cette immense face de chat, la Cat Spa, la Old Tite Rubber qui fabriquait justement des semelles de caoutchouc et des talons de caoutchouc pour les chaussures. Une autre entreprise qui, autour des années 30, est une entreprise
vraiment d'origine drummondvilloise, alors que les deux précédentes étaient d'origine américaine. Il s'agit de la Eastern Paper Box. La Eastern Paper Box, qui est une entreprise qui a été mise sur pied par M. Léo Surprenant et qui avait pignon sur rue d'abord à l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Saint-Pierre. Cette entreprise, donc la Eastern Paper Box, fabrique, comme son nom l'indique, des boîtes de papier, des boîtes de carton plutôt, et va opérer pendant quelques années à cet endroit. Et va bientôt déménager au début des années 40, un peu plus vers le sud-est, c'est-à-dire en remontant le boulevard Saint-Joseph, cette fois à l'intersection de la rue Saint-Georges. Et là, on a une très belle photo qui nous montre l'usine de la famille Surprenant, la Eastern Paper Box. Enfin, dans cette courte nomenclature des industries des années 30 aux années 50, on ne peut évidemment passer sous silence la venue ici, en 1931, de la Eagle Pencil. La Eagle Pencil, comme compagnie d'origine américaine, va s'installer à l'intersection de la rue Saint-Jean et de la rue des Écoles, carrément derrière le bureau de poste et le bureau de douane actuel. Alors la Eagle Pencil, donc, va s'installer là, dans une usine désaffectée qui avait déjà été occupée par la Drummond Shirt Manufacturing Company, par la H.W. Gossard Company, une manufacture de corsets. Et encore une fois, je fais appel à la mémoire des plus anciens parmi nous. Vous allez vous souvenir, dans les volumes de géographie, on parlait de Drummondville et on disait, et ça, ce que je vous dis là, c'est autour des années 45, on parlait de Drummondville et on disait Drummondville, 4000 habitants, hauts fourneaux et manufacture de corsets. Les hauts fourneaux, il s'agissait bien sûr des Forge McDougall, dont on a parlé antérieurement, et qui en 1945 étaient depuis belle lurette disparus de la circulation, de même que la H.W. Gossard Company, manufacture de corsets, c'était à mettre dans les souvenirs. Une toute dernière entreprise qui, elle, est beaucoup plus récente par rapport aux autres, c'est-à-dire à la fin des années 40, en fait en 1948, c'est la Sylvania. Sylvania, une compagnie américaine, qui va venir s'installer à Drummondville et qui fabrique bien sûr des lampes fluorescentes. On connaît bien la Sylvania aujourd'hui. Au tout début, la Sylvania est venue s'installer très temporairement dans un local au-dessus d'une coopérative, la Fraternelle. Les gens de Saint-Joseph se souviendront très bien de la Fraternelle, qui est aujourd'hui une succursale de la Société des alcools sur la rue Saint-Marcel. Pour ensuite déménager ses pénates dans une bâtisse industrielle qui est sur la rue Hériote et face carrément à la rue Saint-Édouard. Quelqu'un qui s'aviserait de passer tout droit à l'intersection Saint-Édouard et Hériote se retrouverait carrément dans la Sylvania ou dans l'ancienne Sylvania. Donc la Sylvania va occuper quelques années cet endroit pour par la suite ériger, construire son usine actuelle que l'on sait être située le long de la rue Marchand et aussi le long de la voie ferrée du Canadien national. Alors la Sylvania est en fait une dernière en ligne dans ce que j'ai ici comme documentation. J'en aurai d'autres, mais bon, pour l'instant, disons que ça peut faire. D'ailleurs, justement, vous tombez pile. Voici que nous arrive Mme Brenda Lee Leblanc, l'archiviste de la Société d'histoire, et à qui je vais demander, tout bêtement et tout naturellement, de jouer son rôle d'archiviste et de peut-être m'aider à mettre de l'ordre dans ce joyeux fouillis. Et ça nous permettra de discourir un peu plus dans une meilleure ambiance. Alors, on va peut-être commencer à défaire ça. Je sais que vous parviendrez sans doute à me repérer dans tout ça. Ah oui, bien sûr. Mais bon, cela étant dit, les cotes sont pour vous ce qu'elles ne sont pas pour moi, et donc à partir de ce moment-là, ça peut être... Bon, mais de toute façon, écoutez, on va, au lieu de tout faire ça devant tout le monde, de faire notre ménage devant tout le monde, on peut tout simplement demander à la régie de passer, ça tombe pile encore une fois, de passer votre chronique, que l'on connaît maintenant. Bon, notre chronique, la meilleure histoire, c'est la vôtre. Et pendant la chronique, nous, on pourra faire le ménage, ramasser nos pénates et tout ranger en conséquence. Ça vous va? Ça va. Parfait. Bonjour. À la meilleure histoire, c'est la vôtre cette semaine, l'inventaire.
Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi faire un inventaire de nos biens patrimoniaux. Bien, une des premières raisons, ce serait pour établir la valeur marchande de ces objets. Mais une autre excellente raison est qu'un inventaire peut être le point de départ d'une recherche familiale. Alors, vous pouvez faire établir votre inventaire et par la suite continuer l'histoire de votre famille. Alors, les étapes d'un inventaire. Naturellement, ça prend une grande surface, une grande table, un ruban à mesurer souple ou un ruban de couturière, des fiches d'inventaire, un crayon de plomb, s'il vous plaît, pas de stylo, une gomme à effacer, un petit linge pour dépoussiérer, des gants de coton, une loupe et un appareil photo. Pourquoi un appareil photo? Bien, tout le monde connaît l'adage « une image vaut 1000 mots » et un inventaire photographique est facile, rapide, mais il est un peu plus cher. Concernant la fiche d'inventaire maintenant, pour réaliser cet inventaire-là de façon écrite. Alors, comme vous voyez à l'écran, la fiche d'inventaire est celle du Musée de la Civilisation. On y retrouve le nom de l'objet, la fonction ou l'usage de cet objet, les inscriptions qu'on peut retrouver, le nom du fabricant ou de l'auteur, l'année de la fabrication, les dimensions, les remarques sur l'état de l'objet. C'est très important de noter dans quel état se trouve votre objet. L'historique de l'objet. Alors, quand je vous parlais de l'assiette, de la vaisselle de ma grand-mère, la petite anecdote pourrait se retrouver à cet endroit-là. Et finalement, l'identification du propriétaire. Alors, on a réalisé notre inventaire. La prochaine étape, l'enquête orale. C'est ce que nous verrons lors de la prochaine chronique. De 1931 à 1951, la population de Drummondville doublera, passant de quelques 7 000 à 14 000 habitants. Quadrillé de nouvelles rues, le quartier Sainte-Thérèse se développera, influencé par la crise économique des années 30 qui sera à la fois frein et accélérateur de son élan. Frein parce qu'elle obligera à procéder par étapes. Accélérateur parce que le chômage qu'elle induira devra être combattu par la réalisation de travaux divers. Quoi qu'il en soit, à la fin des années 40, le quartier Sainte-Thérèse sera bien développé. Pendant cette même période 1931-1951, prolongeant la ville en direction est, sud et ouest, l'agglomération verra quant à elle sa population tripler et atteindre 34 000 habitants. Au cours de ces 20 années, on parlera beaucoup d'annexion. Mais seuls le village Saint-Pierre et le quartier Ferland se joindront à la ville en 1938. Après avoir jonglé à quelques reprises avec la possibilité d'en faire autant, les villages de Saint-Joseph et de Saint-Simon préféreront finalement garder leur indépendance et deviendront eux-mêmes villes en 1937. 5 ans plus tard, soit en 1942, les résidents d'un secteur de la municipalité de Grantham obtiendront que leur territoire forme la municipalité de Saint-Jean-Baptiste. Sans d'abord détaché de Grantham-Ouest en 1941, le village de Saint-Félix, quant à lui, deviendra Drummondville-Ouest en 1947. À travers la ville, les plus fréquentées des anciennes rues seront pavées de béton sur toute leur largeur, les autres étant recouvertes de ciment asphaltique, comme l'on dira alors. De toutes ces rues, le cheval disparaîtra graduellement, détrôné qu'il sera par l'automobile et le camion de livraison, lesquels, à la toute fin de 1948, auront désormais à composer avec les premiers feux de circulation. Au domaine des transports publics, un service d'autobus desservant Saint-Joseph, Saint-Simon et Saint-Pierre sera inauguré en septembre 1937, alors que la liaison avec Montréal pourra être établie en 1945.
Là, on aura moins de succès, cependant, au chapitre des liaisons aériennes intervilles, que l'on cherchera à quelques reprises à mettre en opération. En effet, le service promis en 1938 entre Trois-Rivières, Drummondville et Sherbrooke fera long feu. Tout comme l'idée en 1943 de relier Drummondville, Victoriaville, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal par un service d'hélicoptères. Après avoir lorgné du côté du 4e rang pour installer pistes et hangars, on parviendra enfin en 1947 à implanter un aéroport dans la municipalité de Saint-Nicéphore. L'avion évoquant parfois le service postal, profitons-en pour rappeler que c'est en 1942 que le gouvernement canadien frappera un timbre de poste aérienne illustrant Drummondville. Et précisons de plus que c'est respectivement en 1938 et en 1946 que sera établi le service de livraison de la poste à domicile à Drummondville, puis à Saint-Joseph. Par ailleurs, l'hôtel de ville, que plusieurs attendaient depuis longtemps, sera enfin construit sur la rue Lindsay et inauguré à l'été de 1939, alors que 10 ans plus tard s'élèvera celui de Saint-Joseph. Et presque en face de l'hôtel de ville de la rue Lindsay, la compagnie de téléphone, qui venait de lancer le service de téléphone à cadran, emménagera dans de nouveaux locaux. De son côté, la Southern Canada Power, qui menait allègrement son petit bonhomme de chemin et qui, manifestement, n'avait pas abandonné son intention de dompter les Rapid Spicer, ramènera au moins à 2 reprises sur le tapis, soit en 1930 et en 1948, mais chaque fois sans y donner suite, son idée d'y construire un 3e barrage. Enfin, au tout début de l'année 1946, un ambitieux projet de centre civique sera mis de l'avant. Il prévoit d'une part la construction le long du boulevard Joseph, entre les rues Saint-Georges et Cockburn, d'un stade de 12 000 places, abritant sous ses estrades un marché public. Et d'autre part, la construction sur la rue Cockburn d'ateliers et de garages municipaux, ainsi que d'un aréna de 7 000 sièges, avec salles pouvant accueillir des expositions de toutes sortes. Ce projet verra effectivement le jour dans la seconde moitié du XXe siècle, mais il ne sera réalisé que par étapes et perdra en cours de route beaucoup de ses ambitions initiales. Nous venons de rappeler en une quinzaine de minutes certains éléments de l'évolution de Drummondville tout au long des années 1930 à 1950. Or, l'essentiel des références utilisées pour ce faire a été glané à la Société d'histoire de Drummondville, où nous sommes présentement, laquelle dispose de ressources importantes pour faciliter les recherches historiques. Une richesse documentaire que pourtant certains méconnaissent encore. Aussi, avant de quitter les lieux, vaut-il sans doute la peine de profiter de notre présence ici pour laisser Mme Brenda Lee Leblanc, archiviste à la Société, nous faire le tour du propriétaire. Vous connaissez sûrement la Société d'histoire de Drummondville pour ses nombreux cahiers historiques. Nous avons produit 26 cahiers historiques depuis les années 80 environ. Nous produisons aussi la chronique Le Grenier de nos mémoires qui se trouve à chaque semaine dans le journal La Parole. Mais la Société d'histoire de Drummondville, c'est aussi un centre d'archives. Depuis 1957, nous recueillons vos documents et en constituant des fonds. Un fonds d'archives est constitué de documents qui sont amassés par les familles ou par des entreprises, des institutions. Et ces documents, à la fin de leur vie, les gens, au lieu de les jeter à la poubelle, ont la gentillesse de les amener ici. Alors, nous prenons bien soin de leurs archives en les classant et en les conservant, comme vous pouvez voir, dans des boîtes. Au début, nous n'avions pas énormément de fonds, mais on peut dire qu'avec les années, nous avons de plus en plus de documents qui s'accumulent. Nous avons environ 80 fonds. Presque tous ces fonds sont traités, sauf quelques-uns que je vais vous montrer à l'instant. Toutes ces boîtes font partie du fonds de la Chambre de commerce.
Alors, on peut trouver des documents de toute nature, des photographies, des contrats de mariage, des volumes, des vidéocassettes, audiocassettes. On peut trouver de tout. Concernant les photographies, nous en avons plus de 30 000. Elles sont toutes juste ici. Mais de toutes nos archives à la Société d'histoire, il y en a une sorte en particulier que les gens préfèrent. Ce sont les journaux. Nous avons les journaux de La Parole et de l'Express depuis leur début, entre autres pour La Parole depuis 1926, et les gens adorent regarder ces anciens journaux où ils peuvent voir les prix de ces temps-là, le prix de toutes sortes de denrées assez particuliers. Allons voir. Ah, M. Fournier, on peut vous déranger? On peut voir que La Parole était beaucoup plus grande à l'époque. D'ailleurs, on peut faire une petite comparaison. Alors, on peut voir que la dimension était presque le double de ce qu'elle est maintenant. On vous laisse travailler? Aucun problème. C'était un très rapide tour de notre centre d'archives. Maintenant, on passe la parole à M. Jocelyn Fournier qui nous a préparé un petit historique de notre société. C'est en mars 1961 que la Société historique de Drummondville sera officiellement créée, alors qu'elle reçoit la charte qui définit son champ d'activité. Dès ce moment, les membres se mettent au travail et tentent de faire mousser certains dossiers qui leur tiennent déjà à cœur, dont l'un est de faire classer la maison Trent comme monument historique par le gouvernement provincial, et cela dans le but d'en faire un musée. Mais malheureusement, ce projet n'aura pas de suite immédiate, et d'autres, tout simplement, tourneront court. Ne se laissant pas décourager, les dirigeants de la société participeront de plein droit à l'organisation des fêtes destinées à célébrer le 150e anniversaire de fondation de Drummondville en 1965. Mais par la suite, l'ardeur tomba quelque peu. Pour un temps, la Chambre de commerce prendra en main les destinées de la société. Elle mettra sur pied un comité historique et touristique qui, lui, amorcera, mais surtout mènera à bon terme, de nombreux projets, dont en tout premier lieu, celui de la réalisation d'un musée historique à la maison Trent. Ça a donné la chance à la Société historique de se trouver une vocation, parce qu'il n'y a rien de pire que de défendre des dossiers lorsqu'on voit qu'il n'y a absolument rien qui se réalise. Là, il y a une chose concrète à réaliser, qui était le manoir Trent, son ameublement, et nous avons reçu la bénédiction des travaux publics du gouvernement du Québec en vue de remeubler d'époque ce manoir, de même que de faire un environnement propice au manoir. Ceci a permis la création d'un bottin à la fois historique et touristique. Ceci a permis l'apparition d'une foule de volumes à partir du manoir Trent qui sont mis en place graduellement. Et ça a permis, d'un autre côté, la réapparition de la Société historique de Drummondville dans les années 80. Effectivement, comme l'a souligné M. Verrier, la Société d'histoire s'est depuis lors trouvé une vocation, et ses nombreuses réalisations, que ce soit au sein ou hors de la Chambre de commerce, dont elle s'est détachée depuis, en sont la preuve évidente. En effet, profitant des divers programmes gouvernementaux favorisant l'engagement d'employés occasionnels, la Société publiera des cahiers historiques, fera indexer le contenu des revues et journaux qu'elle possède, procédera au classement de photos, et organisera diverses activités reliées à l'histoire de Drummondville et de sa région immédiate. Grâce aussi à une subvention annuelle de fonctionnement qu'elle reçoit depuis plusieurs années de la ville de Drummondville, qui lui fournit un local à l'arrière du centre Côme-Saint-Germain et qui lui permet d'avoir personne attachée de façon permanente à sa bonne marche quotidienne, la Société d'histoire de Drummondville possède aujourd'hui un carnet de route bien chargé dont il vaut la peine ici de donner un aperçu.
La Société d'histoire de Drummondville est une institution désormais bien implantée dans le milieu. On sait maintenant qu'elle possède des fonds d'archives riches et variés. On sait également qu'elle fait la promotion et la conservation du patrimoine, ce terme devant d'ailleurs être entendu dans son sens le plus large. On sait aussi qu'elle est l'initiatrice d'une foule de projets de recherche, d'animation et d'interprétation historique. On sait aussi qu'elle peut jouir, qu'elle peut bénéficier des services d'une archiviste compétente qui assure également la permanence du local et qui permet à tout un chacun de venir se renseigner. Enfin, rappelons que c'est elle qui est à l'origine de la présente série Repères de mémoire. Et à ce seul titre, la Société d'histoire de Drummondville méritait amplement les quelques minutes que nous lui avons consacrées et qui, nous l'espérons, vous inciteront à fréquenter son centre d'archives qui vous est ouvert tout à fait gratuitement. La semaine prochaine, nous aurons une émission fort intéressante intitulée « Quand le textile règle les vies ». Nous y accueillerons en effet, entre autres, des anciens employés de textile, des employés de la Célanise, qui, attablés dans une taverne autour d'une bonne bière, nous raconteront ce qu'était leur quotidien dans les années 50. Soyez des nôtres à cette prochaine émission de Repères de mémoire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. L'industrie textile a occupé à Drummondville une place tellement prépondérante dans la vie économique et sociale que nous ne pouvions pas ne pas lui consacrer une émission entière. Et comme c'est au sortir de la guerre, à peu près autour des années 1950-1960, que l'industrie textile a atteint ici son apogée, c'est cette période, plus précisément, que nous avons décidé d'étudier. Et qui d'autre que d'anciens travailleurs de la Célanise pouvait le mieux nous en parler et avec plus d'abondance et d'aplomb. Aussi, nous avons regroupé autour d'une table, dans une taverne, deux anciens travailleurs de la Célanise, ainsi que l'ancien propriétaire de l'établissement en question, qui lui a reçu pendant de nombreuses années les milliers de travailleurs qui sortaient de l'usine quotidiennement. Ce faisant, nous ne voulons cependant pas occulter toute une partie de l'histoire du textile, en fait la toute première partie, c'est-à-dire celle qui va des années 1920-25 à 1940, et qui est somme toute, en définitive, peut-être la période la plus importante de l'industrie textile, dans la mesure où c'est à ce moment-là que l'industrie arrive, qu'elle attire avec elle des milliers de travailleurs, que la population augmente et que l'on vit des bouleversements économiques, sociaux, politiques, administratifs sans nombre. Pour étudier en deuxième partie cette période, nous allons faire appel au service d'une historienne, Mme Micheline Martin, et nous allons puiser abondamment dans les écrits d'un sociologue qui est venu spécialement des États-Unis étudier la ville de Drummondville
à la fin des années 30. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'en cours de route, c'est-à-dire entre les deux blocs, Mme Brenda Lee Leblanc nous présentera, comme d'habitude, sa chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre ». À la fin des années 30, le sociologue Everett C. Hughes est venu à Drummondville pour étudier la société, pour étudier spécialement l'influence de l'industrialisation sur une petite ville de province. Alors, il a parcouru la ville, il a sillonné la ville pendant plusieurs mois et il en est sorti de cela une étude intitulée French Canada in Transition en anglais et qui a été traduite depuis. Nous allons pouvoir vérifier dès cette première partie d'émission si les écrits d'Everett Hughes ont misé juste, ont frappé juste. Nous allons dès maintenant rejoindre nos trois compères à la taverne. Il y avait le transport, à part de ça, les bicycles. Ah, les bicycles, il y avait un rack de bicycles. Il s'en va d'avoler des bicycles. Il n'y avait pas de... Dans ce temps-là, il n'y avait pas d'auto. Il devait avoir 20-25 autos au maximum. Puis on était à 5 000 employés. Et ça passe pas. Ici, tu n'avais pas de boulevard. Dans ce temps-là, non. C'était une petite ligne qu'il y avait. C'est l'année, c'est que je rentrais en arrière, Saint-Simon. Saint-Simon, Saint-Jean-Baptiste. Oui. Puis ici, en avant, la grande entrée était ici en avant. C'était la seule avec pour les véhicules. Oui. La barrière. Comme policier, je pense que votre bureau était ici en avant. Oui, en avant. On avait des bureaux en avant, mais le bureau principal était dans le bâtisse numéro 1. Le bâtisse numéro 1, il y en avait premier soin, ceux qui étaient placés. Dans ce temps-là, on était à 21 avec 21, puis il y avait des armes de barrière. Des voitures de rendrage puis de sauvetage. Il y en avait plus que Drummondville. Oui, il y en avait un peu plus nombreux que d'autres. Il y avait plus de policiers à Célanise que la ville. Les patrons, je crois, les grands patrons, c'était presque tous des Anglais. Comme moi, quand je suis arrivé là, c'était exclusivement des Anglais. Oui, comme le square ici, là, c'était tous des Anglais. C'était un petit nombre, ça, là. Il y en a beaucoup qui restaient ailleurs. Oui. Mais il n'y avait pas aucun Canadien qui achetait une maison là? Non. Strictement réservé. C'était un service que la compagnie faisait à ces gens. Il était chauffé à bord de ça par la compagnie. Ah, il était chauffé, éclairé, avec tous les services. Il y en avait deux clubs dans ce temps-là. Tu avais le square des Anglais, c'est ce qu'on appelait. Complètement en arrière, ici. Ça, c'était pour les boss, ça. Oui, je pense que les employés se mêlent la peau. C'était pas trop bien. Il y avait une marge. Les patrons avaient une salle à manger au cafétéria. Les femmes avaient une salle à manger au cafétéria. Ah oui? Oui, t'as divisé. T'as pas ça, les autres.
Parce que c'était grand, ça, mon Puis là, Dieu, ben, quand les c'était là. employés, c'était quasiment tous des boss, il y avait un square des Anglais. Là. Oui, Oui, ici oui. en avant, là, où on appelait ça le square, c'était un peu anglais, là, oui. Ouais. Ah, il y avait des membres. Les filles, peut-être en membres, passant, je pense, Oui, il y a une carte de membre. Ah ouais, Ça va pas trop sévère. deux piastres. Il y avait les jeux de croquet aussi, qui étaient là. Ouais, Les jeux ok. de balle, De baseball. les jeux de baseball. Baseball, hockey. Ouais, ah oui, shuffleboat, le dard. Les dards, c'était Ah fort. oui, oui, ça, il y avait du monde qui passait là dans ce temps-là. Il y était au-dessus de 5000 employés dans ce temps-là. Oui, 5 000. 2, 5003. Le nom spinning, là, ça, c'est venu du rouet. Ouais, Un ok. rouet, Ouais. des personnes On va voir ça un petit peu travaillent. vite, tu vois. Ben, tu vas acabar. T'as-tu parlé de... Tu dois te rappeler de ça, toi, tu sais, dans le temps, dans le temps de la Salonie, quand ça finissait à 3 heures, Oui. des fils de monde qu'il y avait ici. Oui. À 3 heures, ça arrête ça. C'est pour ça qu'on a acheté ça. Ça va? Moi, je me rappelle de ça. Toi, tu dois t'en rappeler, mais t'es assez vieux pour ça. Ah oui, oui, oui. Oui, vraiment, vraiment parler, mais toi, tu peux nous en parler. Oui, c'est une bonne idée, ça va. Ouais, dans ce temps-là, justement, c'est pour ça qu'il y avait du monde de même. Parce qu'il y avait des gens La en draft restaurant. était à 10 cents, la draft était à 10 cents, et la petite bière à 30 cents, la grosse bière à 45 cents. Les pourboires étaient à 5 cents aussi, là. Ouais, ça, tu penses, c'est ça, là. C'est ça. Il faut quand le monde y pense. Aujourd'hui, c'est plus à 500. Après ça, on donnait du fromage puis des chips gratis le vendredi. Le fromage, C'est pour ça qu'il y avait une filée dehors. Mais dans ce temps-là, il commanditait le fromage. Ça n'a pas commandité, on le paye. Ouais, dans le temps, les gars, ils mettaient, mettons, une pièce, il y avait 10 verres, Oui, ou 2 pièces, mais Ah oui, les tables pleines, remplisaient les tables pleines. Les waiters, ils voyaient C'était 2 pièces, puis le waiter, il donnait 10 cents. Ouais. Le waiter, il donnait 10 cents. De pourboire. 5 cents souvent. Oui, 5 cents souvent. 5 cents souvent, dans ce temps-là. Au club, nous autres, c'était pareil. Le gros, c'était 5 cents de type. Ouais. Ah ben oui, ben oui. Il fallait qu'il y ait du monde. Travailler fin de semaine, là. Oui. Puis il fait 100 piastres de type. Eh, À moi, 5 j'ai- cents, pas 10 cents. Ouais, 100 pièces dans ce Il y temps-là. avait du monde dans ce temps-là. On avait juste une demi-heure pour aller dîner, Oui. et puis on se dépêchait. Ah, Puis ouais, il y a dans ce temps-là qu'on fumait. Ouais. Une demi-heure pour le café, fumer. Des fois, on mange à Bordeaux. Une demi-heure de Juste une temps? demi-heure pour dîner. Pour dîner en même temps? Pour dîner. Ah oui, c'est vrai, oui. Pour dîner, t'avais pas de C'est à fumoir. trois, oui. T'avais pas de fumoir dans le département, t'avais pas le droit. T'as défendu de fumer. Là. On mais sait. Ouais, les heures, c'était probablement 60 heures. dans ce 60 temps-là. heures, Ouais. 60 heures, t'avais 4 chiffres. 7 pas 3, 11, 11, 7, puis la swing. Le sou. Ouais, ouais. Le swing, c'était quoi ça? La swing, ben, c'est un chiffre qui remplaçait dans la semaine pour donner des congés aux Ah, autres. ouais, ok. Tu sais, Il y t'avais- avait une journée de congé. Il fallait que les autres fassent 12 heures. Parce que je crois qu'il n'y avait pas de femmes qui travaillaient la nuit, hein, 11 à 7. Non, là. dans ce spelling, Je sais que non. ça finissait à 11 heures. Il y avait 3 à 11. 7 à 3, 3 à 11. Ça me rappelle de ça. 7, 3, 3, 11, puis Ouais. 11 à 7. 11 à 7, il n'y avait pas de femmes. Non, il n'y avait pas de femmes. Là. Dans ce spelling, nous autres, il y a eu des femmes Juste en dernier. en dernier. Non, pas. En dernier, parce Le que- spelling, je pense que c'était plus la préparation, hein, comme C'est là qu'on fait vous faites ça, semaine et dimanche. Ça fermait jamais. Non. Ça n'arrêtait même pas dans les vacances. là. Non, il y a eu des moments que ça n'arrêtait pas. Ouais, en dernier, il fermait ça, je pense. Mais quand j'ai commencé là, moi, en 51, là, ça arrêtait pas, ça. Pour les Non, non, vacances. ça- Ça rendait à 365 euros par année. Ah, le travail, ça, c'était pas dur. C'était dur, pas physiquement, moralement. C'est la chaleur de ça, la senteur. Ça, Oui, ça ça rapporte sent terriblement. fort. Tout est fermé, t'avais pas le droit de rien ouvrir de fois aussi. Oui, je sais que Puis, t'avais, sur l'ouvrage, là, un gars qui venait de l'autre manufacture de travailler, il était en vacances. Les gars allaient en Floride, ils disaient, tu vas pas, toi? Ben, on l'est en Floride. Je suis en vacances. C'est un gars qui a travaillé dur, il travaillait là, lui, ben, de soir.
C'était à Vodé. Je me rappelle, dans le temps, il y avait mettons, les weavers, là, il y avait 8 métiers. Hein? Oui, oui. C'est vrai que c'était modernisé, mais en Damien, il y avait quoi, 40 puis 50 métiers? Il y avait... Pour la même personne. Ça revenait à l'air, en Damien, il était à l'air, à l'eau, à l'air. On s'en perfectionné. Quand ils ont fait le changement majeur là, pour la production du tissage, parce qu'un métier, les anciens métiers, tu ne voyais pas avancer la soie. C'était trop lent. Ouais. Puis avec les nouveaux métiers, japonais, français, ça passait à l'eau ou à l'air, oui, et tu voyais avancer la soie. Une grosse perfection. Au lieu de la traverse, la navette, avec la navette, ben ouais. là, le brin était traversé par un jet d'air ou un jet d'eau. Alors, la croisée se faisait moins grande, on prenait mettre dans l'affaire, et ça faisait plus vite. Ah, c'est sûr. Ce point-là, ils sont modernisés, là, même. Ils sont modernisés. Ils ont changé d'autres choses, ils ont pas... Ils ont modernisé, puis nous autres, t'avais... Au début, quand ils rentraient là, moi, 4 d'or, 3 d'or, 4 d'or. Ça, là, c'est quand les bobines étaient pleines. Là, Ouais, il s'allumait au bout de la machine, dans une sirène qui partait, ça pour avertir qu'elle était après à dorfir. Ah, ouais, Je faisais à 4 d'or vers 8 heures. En dernier, ils vont être rendus à 8 d'or. Mais c'était un peu de la faute, c'était un peu de notre faute, ça, parce qu'on a demandé un fumoir, ils ont fait un fumoir, et puis c'est tout vitré, ça. Ouais, OK. Parce qu'il y avait plus de monde dans le fumoir qu'il y en avait sur le rare, là. Les charreurs. Puis t'avais un bonhomme, on plaçait le bonhomme, là. Quand ça partait, ça, là, c'était à la fin, ça, là. Là, le bonhomme partait, puis toi, il fallait que tu dors, ta bobine, quand le bonhomme arrivait, là, de lui. Autrement, ça, c'était à régler, ça, pour tant de verge, là, si tu veux, là. La bobine, puis il fallait que ça soit bon, puis ça arrive, là. J'avais quand le bonhomme passait. Puis on se faisait pogner souvent en avant, surtout à l'heure des repas. Ouais. Pour avoir plus de temps, là. Ouais. Parce que là, ils ont mis le bonhomme qui passait, là, à la fin, ils ont mis un couteau après ça, qui coupait le brin. Là, vous êtes tué, vous êtes attendre. Mais on va avoir des bons soleils, là. Bon, ça suivait. Moi, j'ai dit des bons soleils, ben, quand tu travaillais à 15-20 cents de l'heure, puis moi, j'ai rentré là à 50 cents de l'heure. Ouais. 50 cents de l'heure, mais tu montes en vite. Tu rentrais là, il était heureux. Le gars qui rentrait ici. Ah, cette année, il était heureux. Cette année, si vous voulez acheter à crédit, si tu travaillais à cette année, il n'y a pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Si tu travaillais à cette année, il n'y a pas de problème. Bonjour. Bienvenue à La meilleure histoire, c'est la vôtre. Cette semaine, l'enquête orale. Nous avons fait l'inventaire. Maintenant, c'est le moment de l'enquête orale. L'enquête orale va vous servir pour trouver des informations sur certains objets ou sur l'histoire de votre famille. On peut trouver de l'information un peu partout. Mais parmi les objets les plus précieux, ceux qui nous fournissent le plus d'informations, il y a les journaux intimes. Qui n'a pas entendu parler d'une famille où on découvrait un journal intime? Par la suite, on pouvait écrire un volume à partir de ce journal et finalement faire une série télévisée comme Les filles de Caleb. Alors, pour l'enquête orale, on vous suggère de parler à vos parents, à vos grands-parents. D'ailleurs, lors de conversations, je suis sûre que vous avez déjà fait des découvertes surprenantes sur la vie de vos parents ou de vos grands-parents. Il faut débuter par noter ce que vous savez déjà. Ça va vous permettre de créer des questions afin de combler les informations manquantes. Lors de l'entrevue même, on vous suggère d'apporter des objets, des photographies pour stimuler la mémoire des personnes interviewées. L'idéal, c'est bien sûr d'enregistrer l'entrevue avec un caméscope. Ça vous permet de garder le tout en souvenir. Après
après l'inventaire et après l'entrevue orale, ce qui manque, c'est peut-être un peu le contexte historique entourant la vie de vos ancêtres. À la prochaine chronique, c'est ce que nous verrons. Nos trois joyeux compères de tout à l'heure nous ont parlé de la période qui va de 1950 à nos jours. On sait cependant très bien que c'est dans les années 20 que le textile s'est installé à Drummondville et qu'il a vraiment bouleversé toute la société de l'époque. Madame Micheline Martin, une historienne de Drummondville, s'est penchée sur toute la question des travailleurs de 1925 à 1940. Nous l'avons rencontrée et nous en avons profité pour lui demander si tout cela était bien vrai, que l'industrialisation avait à ce point augmenté la population de Drummondville. De fait, hein, ces industries-là qui s'installent puis qui embauchent une grande main-d'œuvre, de fait, va attirer, c'est évident, là, une forte augmentation de population. On peut détailler aussi cet aspect-là par les différents secteurs de la ville. Puis on voit que Drummondville, c'est-à-dire la paroisse Saint-Frédéric et Sainte-Thérèse, vont passer de 1925 à 1935 de 4 000 à environ 8 000. Saint-Joseph va passer, elle, de 1 000 à 4 300. Saint-Simon, de 500 à 1 500 habitants. Saint-Pierre va connaître un développement un peu semblable à la région de Drummondville, en passant de 360 à 860. C'est-à-dire qu'il y a deux quartiers, c'est-à-dire Drummondville puis Saint-Pierre, qui connaissent à peu près le double de... On double à peu près la population, alors que Saint-Simon puis Saint-Joseph voient leur population multipliée par plus de 4. Les ouvriers qui arrivent vont de fait aller se loger plus près de leur lieu de travail, vont aussi rechercher, c'est sûr, des terrains qui coûtaient moins cher pour s'installer. On payait aussi moins cher de taxes. Puis, de fait, on était plus près de son lieu de travail. Puis, on pouvait aussi conserver un caractère un peu rural parce que, entre autres, on note que plusieurs de ces personnes-là gardaient encore, par exemple, leur potager, leur jardin potager. Puis c'est sûr que, de fait, par contre, en contrepartie, il y avait des services municipaux moins développés. Il y avait aussi un système scolaire beaucoup moins élaboré, de fait, vu que les gens payaient beaucoup moins de taxes. Ce phénomène-là, on va parler d'homogénéisation sociale. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux quartiers, le quartier Saint-Joseph et Saint-Simon, qui va être vraiment surtout composé de travailleurs pour la plus grande partie. On s'est laissé dire que, en fait, les vieux résidents de Drummondville qui attendaient de l'arrivée des usines de textiles un pactole, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient de faire beaucoup d'argent en vendant des terrains ou en faisant multiplier leurs activités commerciales, eh bien, on s'est laissé dire que ces gens-là avaient été fortement déçus. Qu'en est-il exactement? Les commerçants, les hommes d'affaires espéraient accroître leur clientèle, faire de meilleures affaires, vendre aussi leurs terrains. Ce qui va se passer avec la création des quartiers ouvriers, c'est que ces quartiers-là vont se développer vraiment en périphérie de la ville, du noyau central de Drummondville. Ce qu'on espérait pouvoir vendre comme terrain, par exemple, on passe à côté. Les gens vont ailleurs, vont développer leurs propres ressources aussi. Saint-Joseph, entre autres, va devenir une ville à part entière à un moment donné. Ça fait que c'est sûr que les gens des vieux quartiers vont comme manquer de bateaux. On chicane encore de savoir si effectivement la crise économique des années 30 a eu une influence à Drummondville. D'aucuns pensent que Drummondville s'en est tiré tout à fait bien et que finalement même la crise économique n'aurait pratiquement pas existé ici. Voyons voir si c'est tout à fait le cas. Les industries qui vont s'installer, de fait, vu qu'ils connaissent une croissance pendant toute la période des années 20-30,
vont faire en sorte que la région de Drummondville va être très peu touchée par le chômage, ou en tout cas va connaître vraiment des effets minimes par rapport à d'autres régions du Québec. Ça fait que la période de crise ici, on la connaît à peu près pas. Mais le phénomène de chômage est quand même là, puis il va quand même attirer l'attention des élites, entre autres le conseil municipal, qui va mettre en place différents moyens ou différentes solutions pour contrer le problème. Entre autres, on va retrouver des demandes de subventions aux différents ministères pour engager des chômeurs. On va se servir de ces subventions-là pour aider au développement des réseaux, par exemple, d'aqueducs et d'égouts. On va aussi mettre sur pied ce qu'on appelle les secours directs, qui sont un peu, c'est ça, comme une forme de bien-être qu'on distribue directement aux personnes démunies. Il va y avoir aussi la création d'un bureau de placement en collaboration les services municipaux avec les industries de la région. On a l'habitude de penser que l'arrivée massive de travailleurs dans un endroit comme ça crée facilement des difficultés de logement, crée finalement une crise de logement. Est-ce que Drummondville a vécu les mêmes affres? Madame Martin saura sans doute répondre à cela. Quand une population s'installe rapidement, puis un peu pas là-bas comme je te pousse, mais presque, il n'y a pas de planification urbaine à ce moment-là. Les gens, parfois, vont avoir des conditions de logement, c'est sûr, qui vont être difficiles. Les gens vont s'installer tout collés, puis de fait, il y aurait besoin de systèmes municipaux développés, mais par contre, vu qu'ils ne paient pas de taxes ou à peu près pas, et vu que le système municipal en place est encore à ses tout débuts, mais de fait, il n'y a pas de service, fait qu'il n'y a pas des conditions d'hygiène sont parfois assez déplorables. Même à la fin des années 30, on va craindre une épidémie de fièvre typhoïde dans la région de Saint-Joseph. On va aussi parler à quelques reprises, par exemple dans le journal local, du bureau d'hygiène qui fait les enquêtes, puis qui va condamner plusieurs logements à un moment donné. Dans les années, je crois c'est en 1935, on condamne 65 logements parce que ces logements-là sont vraiment peu habitables. Alors, par exemple, si on parle du logement, on peut mentionner que les coûts moyens du logement à cette époque-là, c'est sûr que c'est différent d'aujourd'hui. En 1934, le coût moyen d'un logement, c'était de 300 à 360 $ par année. Entre 1934 et 1936, ce qu'on a appelé les logements ouvriers, c'est-à-dire les logements qui étaient construits puis gérés par la ville, on pouvait payer de 240 à 260 $ par année. Par contre, ce qu'on se rend compte aussi dans différentes sources, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs qui payaient par contre moins de 200 $ par année. C'est-à-dire que probablement, donc, ce que ça peut nous laisser penser, c'est que c'était pas tout le monde qui habitait des logements neufs ou des logements qui étaient décents. Si on met ça un peu en parallèle avec les salaires dans cette époque-là, pendant à peu près toute la période, le salaire va varier entre 800 et 950 environ par année pour les ouvriers. Puis on parlait au niveau du budget d'une famille type, par exemple, de 5 personnes, c'est-à-dire on prévoyait entre 800 et 1100 $ par année pendant toute la période, là, que ça pouvait prendre une famille de 5 pour vivre convenablement, c'est-à-dire payer le loyer, le chauffage ou l'électricité, puis la nourriture. Alors, ce que ça peut nous laisser penser, c'est que c'est ça, les gens avaient tout juste le nécessaire pour vivre. Donc, il y en a peut-être probablement qui logeaient à plusieurs dans des logements ou encore dans des logements de plus ou moins bonne qualité. Je sais que dans le quartier Saint-Joseph, à un moment donné, quand on parle du bureau d'hygiène, dans les années 30, on mentionne qu'il y avait encore des latrines à l'extérieur. Puis ça, on condamne cet état de choses-là dans les minutes du conseil municipal. Par contre, à Saint-Joseph, on disait aussi qu'il y avait peu de chauffage au gaz ou tout ça, que c'était beaucoup chauffé au bois, ce qui amenait probablement aussi des risques d'incendie accrus. Il faut effectivement savoir mettre en perspective cette question de la crise du logement.
C'était évidemment une crise du logement, mais cette crise du logement, elle était là parce qu'il fallait faire vite. Les employés arrivaient, les travailleurs arrivaient en masse et il fallait quand même trouver moyen de les loger. Par ailleurs, dans toutes les villes, dans tous les endroits où on a connu une augmentation subite de population comme ça, dans tout ce que les Américains appellent les boom towns, on retrouve effectivement ce style de maison à toit plat, en bois carré, construite justement parce que ça va vite. Et finalement, il faut aussi rappeler que les logements ouvriers, c'est-à-dire ceux qui appartenaient à la ville de Drummondville, la ville a été obligée, au cours des années 30, de faire énormément de réparations. Et d'ailleurs, a voulu le faire, parce que c'était nécessaire, si bien que tous ces logements, dont plusieurs existent encore aujourd'hui, tous ces logements sont aujourd'hui des logements sans aucun problème de salubrité et qui sont habités, qui ont été achetés par des gens qui, aujourd'hui, sont fiers d'y résider. La semaine prochaine, on change totalement de paysage. Cette fois, on va se retrouver avec des historiens qui vont nous raconter le temps d'une guerre, c'est-à-dire la période 1939-1945. C'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. 1939-1945, le temps d'une guerre. Vaste sujet, mais qui est quand même circonscrit dans le temps et qui, de ce fait, mérite d'être traité tout d'un bloc. Aussi, contrairement à nos habitudes, nous allons demander à Mme Brenda-Lie Leblanc de nous présenter immédiatement sa chronique « La meilleure histoire, c'est la vôtre ». Bonjour. À La meilleure histoire, c'est la vôtre cette semaine, la recherche historique. Après avoir effectué l'inventaire et les entrevues des membres de votre famille, il vous manque peut-être le contexte historique dans lequel ces gens-là vivaient. Alors, afin de combler ces quelques lacunes, nous vous suggérons de faire une recherche. Premièrement, votre recherche peut être la recherche généalogique. Alors, on vous suggère de vous rendre à la Société de généalogie de Drummondville, où on peut vous aider. On vous suggérera probablement de chercher dans les registres d'état civil. Ces documents retracent les moments marquants de la vie de vos ancêtres, c'est-à-dire les baptêmes, mariages et les sépultures. Vous pouvez aussi regarder dans les actes notariés. Alors, les actes notariés, ce sont des contrats de mariage, des actes de vente et d'achat, ainsi que les testaments. Ces documents nous montrent les conditions matérielles de la vie des ascendants. Il y a aussi les recensements.
Avec un recensement, ça décrit toute la famille. Alors, l'occupation du chef de famille, ça précise les noms, les lieux de naissance, la religion, le sexe et l'âge de toutes les personnes dans la famille. Maintenant que vous avez fait votre recherche généalogique, vous pouvez maintenant faire la recherche historique. Alors, la recherche sur la société dans laquelle vos ancêtres vivaient. On vous suggère de vous rendre à la Société d'histoire de Drummondville. Là, il y a des monographies paroissiales, des histoires régionales qui vont pouvoir vous aider. Alors, pour vos recherches, Société d'histoire, bibliothèque, Société de généalogie, centre d'archives, tous ces endroits sont des sources d'informations privilégiées pour faire votre histoire familiale. À la prochaine chronique, nous verrons les conditions de conservation de nos objets de patrimoine. La Seconde Guerre mondiale, on a parfois tendance à l'oublier, a eu ses répercussions à Drummondville. Le temps d'une guerre, en effet, des Drummondvillois, des Drummondvilloises ont vraiment connu ce que c'était que de se faire priver de libertés individuelles. Le temps d'une guerre, des hommes et des femmes d'ici ont dû se plier aux diktats de la conscription, même si on le verra, certains réussiront à s'y soustraire. Le temps d'une guerre, tout chacun a dû composer avec le contraignant système de rationnement. Le temps d'une guerre, des hommes et des femmes ont vu leurs fils partir sur le front et devoir être remplacés à l'usine par leurs filles, qui devront trimer dur pour assurer la production de guerre. Le temps d'une guerre, des jeunes de Drummondville, dans la force de l'âge pour la plupart, sont allés mourir sur le front pour assurer la liberté, pour assurer notre liberté. Oui, nombreux sont en effet les Drummondvillois et les Drummondvilloises qui, durant la Seconde Guerre mondiale, chacun à leur façon, ont été des héros et des héroïnes. Mais parce qu'aujourd'hui, on ne parle à peu près jamais d'eux, trop fixés que nous sommes sur les grandes productions hollywoodiennes à Spielberg, on a malheureusement tendance à les oublier. L'émission d'aujourd'hui se propose justement de les rappeler à notre mémoire. Et le meilleur endroit pour exercer notre mémoire nous a paru être le manège militaire de Drummondville, où nous avons rencontré l'historien Jean Thibault, à qui nous avons demandé comment les débuts de la guerre avaient été ressentis à Drummondville. Dans le moment, ça n'a pas changé grand-chose dans la vie quotidienne parce que les restrictions vont commencer surtout vers 1942. Alors pour le moment, les seuls qui allaient au service militaire, c'était des volontaires. Et puis on a pris des mesures quand même immédiates au plan sécuritaire, au plan de sécurité, à savoir on a protégé les principaux endroits comme les tours de communication de la Marconi et puis les barrages, et ainsi de suite. Donc, mais pour l'ensemble de la population, ça n'a pas changé grand-chose sur le moment. Là. Le gouvernement avait développé des mesures incitatives et même par la suite des mesures coercitives pour forcer les jeunes à s'enrôler obligatoirement. Cependant, à ce sujet, M. Thibault a quelques précisions à apporter. Mais dans un premier temps, il faut distinguer ici la conscription pour le service militaire au Canada puis la conscription pour le service militaire outre-mer. Alors, dès 1940, il y a eu une mesure qu'on a appelée l'enregistrement national, qui était un pas un peu vers la conscription. Alors, tous les gens de 18 à 60 ans devaient aller s'enregistrer. Ça, c'était pour avoir une idée de la main-d'œuvre disponible en même temps. Alors, l'enregistrement s'est déroulé à Drummondville comme ailleurs. Et les craintes au sujet de la conscription, bien, c'était fondé plus loin parce qu'il s'agissait à ce moment-là de la conscription pour le service militaire au Canada. Mais en 1942, s'est posé le problème de la conscription pour le service militaire outre-mer. À ce moment-là, donc, l'opposition des Québécois est devenue plus manifeste parce que on voulait participer à la guerre, oui, mais pas aller se battre malgré soi en Angleterre ou en Europe. Alors,
le gouvernement de Mackenzie King qui avait fait une promesse pour s'en libérer de cette promesse, organisé en 1942 un plébiscite qu'on appelait à l'époque, soit un référendum, et où on demandait à la population de libérer le gouvernement de sa promesse des années d'avant-guerre. Alors, comme prévu, le Québec a voté non à 71 %. Drummondville, je crois, à 92 % de non. Mais dans l'ensemble du Canada, vu que les anglophones approuvaient cette mesure, donc le oui l'a emporté, je crois, par les 2 tiers environ. Donc, les Canadiens français comme les Canadiens anglais ont dû aller faire le service militaire outre-mer. Sauf qu'il faut quand même préciser qu'il y a très peu de conscrits qui ont été envoyés à la guerre. Il y en a seulement 16 000 conscrits qui ont été envoyés en Europe. Et puis, ils ont été envoyés à la toute fin de la guerre, soit à partir de janvier 1945. Et puis, comparativement à 650 000 qui étaient des volontaires qui sont allés en Europe. Alors, seulement 16 000 conscrits par rapport à 650 000, c'est très peu. Et parmi ces conscrits, il y en a seulement 60 qui sont morts en service actif, comparativement à près de 42 000 qui sont morts, qui étaient des volontaires. Donc, on a peut-être exagéré un peu l'ampleur de ce phénomène, à savoir qu'on aurait servi de chair à canon pour aller à la guerre, Marino, etc. Donc, les gens ont une vision un petit peu déformée, je crois, de cette question-là. Mais ça s'explique un peu par l'opposition qu'il y avait ici, mettons, à la conscription, là. Nous avons tous entendu parler, du moins les gens de ma génération, de la course au mariage. Eh bien, cette course au mariage, elle a effectivement eu lieu à Drummondville. Oui, effectivement, comme un peu partout au Québec, il s'est produit un événement ici au mois de juillet 1940 qui était un peu particulier. Le vendredi 12 juillet, le gouvernement a annoncé que les premiers qui feraient le service militaire au Canada seraient les célibataires. Or, les célibataires, c'est des gens qui seraient mariés après le 15 juillet. Alors, vu qu'on était le vendredi puis le 15 était dimanche, alors on peut deviner un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une précipitation de certains projets peut-être, puis ce qu'on a appelé la course au mariage. Alors, dans une seule journée à Drummondville, il y a eu 68 mariages dans 4 églises différentes. Par exemple, 23 mariages dans la journée à l'église Saint-Frédéric, et puis 24, je crois, à l'église Saint-Joseph, et ainsi de suite. Donc, ça a été un événement assez particulier. Il y a quelques années, on a retracé un certain nombre de ces couples. Je crois que c'est 28 qu'on avait retracé à Drummondville. Et puis, il ne semblait pas que ça a provoqué plus de divorces que dans la moyenne de la population. Donc, ces gens-là avaient l'air de vivre encore en couple. Donc, c'est peut-être des projets qui ont été seulement précipités. On sait qu'un peu partout au Canada, les usines ont été conscrites. Elles devaient faire de la production de guerre. Voyons donc ce que c'était ici à Drummondville. Le problème qui se posait pour elle, au contraire, c'était le problème de trouver de la main-d'œuvre parce qu'elle produisait à plein régime. Et puis, il y a certaines entreprises qui ont dû agrandir à plusieurs reprises. Je pense à l'entreprise Gosselin. Et puis, à la Célanise, ça tournait à plein régime aussi. À l'époque, il y avait environ 3000 ouvriers, employés qui travaillaient à Célanise, et 24 heures par jour. Et on fournissait donc l'armée en produits chimiques ou en textile ou comme la Drummondville Cotton produisait de la toile pour faire des pneus, pour faire des harnais de parachute, ou ainsi de suite. Donc, on manquait de main-d'œuvre, d'autant plus qu'il y a des gens de Drummondville qui allaient travailler à l'extérieur, comme par exemple à Sorel. Et puis, on a embauché davantage de femmes, donc, pour compenser le manque de main-d'œuvre. Ce que ça a provoqué sur le plan social par la suite, c'est qu'on a déploré beaucoup de délinquance à Drummondville. D'ailleurs, j'imagine que c'était pareil. On attribuait à l'époque cette délinquance accrue au fait que il y a des jeunes qui quittaient l'école pour aller travailler parce qu'il y avait beaucoup d'emplois. Et puis que les femmes avaient déserté, comme on disait à l'époque, le foyer. Et donc, les enfants étaient juste laissés à eux-mêmes. Un événement qui a beaucoup marqué l'imaginaire collectif, la mémoire collective, c'est toute cette question des coupons de rationnement. Durant la guerre, il y a eu 6 carnets de rationnement. Et celui-ci, c'est le numéro 6. Ces carnets comportaient plusieurs pages avec des timbres ou des coupons de différentes couleurs qu'on associait à certains produits. Par exemple, la série qu'il y a ici, c'est des coupons pour la viande. Chaque coupon donnait droit à 1 livre de viande par semaine, et chaque personne avait droit donc à 2 livres de viande par semaine. Ce qui était quand même assez raisonnable si on compare aux Français qui étaient réduits à 72 grammes de viande par semaine pendant l'occupation allemande. Donc, dans tous les domaines, il y avait des restrictions. Pour acheter une bicyclette, ça prenait un permis. Des appareils ménagers, comme des poêles frigidaires durant la guerre, c'est introuvable. Des voitures neuves, à partir de 42, c'est introuvable. Plus de voitures neuves de fabriquer. Il y avait des restrictions sur les vêtements, exemple, pas plus que 9 boutons après des robes de femmes, ou pas plus que des fermoirs de pas plus de 9 pouces de long.
Les batteries de radio étaient introuvables, la crème glacée était plus rare et le Coca-Cola, mettons, à cause de la quantité de sucre qu'on utilise dedans ou la restriction sur les produits laitiers. Le pain tranché a disparu, il y avait seulement du pain sur la sole, les pains hamburgers hot dog ont disparu, donc tout ça montrait que la guerre c'était sérieux puis que la population devait faire sa part aussi. Là. Donc en même temps, c'est un petit peu pour créer une mentalité de participation de la population finalement. Là. Et à la fin de la guerre, les gens ont dû quand même endurer ces restrictions-là jusqu'en 1947. Parce qu'à la fin de la guerre, l'Europe était au bord de la famine ou presque, donc il fallait quand même continuer à aider l'Europe. Là. On sait qu'il existe souvent un choc culturel lorsque quelqu'un entre dans un pays étranger. Mais il semble bien qu'il en existait encore de plus profond lorsque ces personnes rentraient au pays après la guerre. Au retour, ces gens-là, ils devaient donc se réadapter, c'est ça, à la vie civile. Ce qui n'était pas facile pour bien des raisons. Il y en a qui étaient rendus en Angleterre depuis décembre 1939. Ils avaient vécu une vie un peu anormale, si on veut. Et puis, ils avaient vu un autre fonctionnement de société, une autre mentalité. Et puis, ils étaient habitués à l'esprit de corps, au groupe, et puis à être occupés. Et quand ils étaient en Angleterre, mettons, ils étaient occupés les soirées par des séances de cinéma, des danses. En tout cas, ils étaient, semble-t-il, assez occupés. Et puis revenir ici, puis reprendre un peu la routine de l'usine. À 5 heures, on vient, on passe la soirée à la maison. Il y en a qui m'ont avoué qu'ils ne tenaient pas en place, il fallait qu'ils fassent quelque chose, il fallait qu'ils sortent. Et puis ceux qui étaient mariés, ben là, il fallait qu'ils retrouvent leur épouse avec laquelle il avait été, dont il avait été séparé pendant 3, 4, 5 ans des fois. Ça ne devait pas être facile de retrouver des enfants qu'ils ne reconnaissaient pas au retour de la guerre. Et puis donc, c'est sûr qu'il y avait certains avantages, ces gens-là. Ils pouvaient retrouver leur emploi. Puis le gouvernement fédéral a aussi attribué en priorité des emplois à ces gens-là dans la fonction publique. Donc, ils n'étaient quand même pas démunis. Mais c'est surtout la réadaptation, justement, à la vie civile qui était un peu difficile. Mais il reste que, dans la plupart des cas, ça s'est bien déroulé. Au total, j'ai compté 28 militaires de Drummondville qui sont morts. Il y en aurait à peu près la moitié qui sont sur les 28 qui sont morts soit à l'entraînement, soit de maladie ou d'accident pendant la guerre. Les autres sont morts au combat, des suites de combat. Un des événements qui a le plus marqué la collectivité drummondvilloise, ça a été l'émeute de février 1945. M. Gérald de Prince, qui a étudié cette émeute, va maintenant nous en parler. Ce qui est arrivé, c'est que, comme partout ailleurs au Canada, ici à Drummondville, les jeunes en âge d'aller à la guerre devaient se rapporter au service militaire et éventuellement aller au combat. Vers 42-43, là que la conscription était rendue obligatoire, il y en a plusieurs qui, volontairement, ne se rendaient pas au combat ou n'acceptaient pas. Et le gouvernement fédéral avait, pour cette occasion, pour rejoindre les conscrits, ceux qui devaient aller au combat, avait créé une police militaire dont le siège social était à Longueuil. Et cette police fédérale, qu'on appelait aussi les prévôts, était venue à plusieurs reprises à Drummondville pour essayer d'attraper certains de ces conscrits. Dans la nuit du 24 au 25 février 1945, il y a un très gros contingent de policiers militaires et d'agents de la GRC qui sont arrivés à Drummondville dans ce qu'on a appelé la plus importante opération menée au Canada pendant la guerre 39-45. Ce fort contingent d'agents de la GRC de Prévost voyageait, était venu depuis Longueuil dans 22 camions militaires et 3 autos, ce qui faisait environ 50 policiers, les Prévost, et 39 policiers de la Gendarmerie royale, pour un total de 89 à peu près. Donc, les policiers ont complètement encerclé le Capitole, toutes les issues, et ils se tenaient les bras en chaîne, comme une chaîne,
Puis là, ils ont fait arrêter la projection, évidemment, puis on demandait à M. Despelteaux de faire sortir tout le monde. D'abord, on fait sortir les femmes, après ça, des personnes âgées, puis là, après ça, des jeunes, bien là, devaient passer un par un, puis prouver qu'il n'y avait pas besoin nécessaire d'être armé. Fait que là, la foule se troupait à l'extérieur. Il y a peut-être 150, 200 personnes, peut-être même davantage. Puis là, à un moment donné, mais quelqu'un a dit, on les laissait faire longtemps comme ça. Fait que là, ils sont mis à charger des prévôts, c'est-à-dire à foncer dedans. Puis là, mais il y a eu des coups de matraque. Puis il y en avait qui avaient des pièces de bâton et tout ça. Et là, ils se sont rués contre les prévôts. Il y en avait même qui étaient sortis par les petits hublots, les petites fenêtres du Capitole en haut, puis ils tiraient de la glace, de la neige sur les prévôts pour essayer de les faire lâcher prise. Puis, lorsque la foule commençait à charger de façon vraiment... finalement, les prévôts ont dû lâcher prise. Ils sont mis à reculer, à fuir devant cet envahissement-là, puis devant le nombre, parce qu'ils étaient plus nombreux qu'eux autres. Puis il y avait des jeunes là-dedans qui étaient des fiers à bras, hein, et ils voulaient faire la bagarre un peu. Puis là, mais les prévôts ont traversé le petit parc qu'il y avait en face du Capitole. Aujourd'hui, c'est la place du centre, là. Mais il y avait un parc là, à ce moment-là. Après ça, ils ont traversé le parc Saint-Frédéric, puis en diagonale. Puis ils se sont retrouvés en bas de la côte de la rue Elliott. Et là, ils ont formé les rangs, les prévôts, pour empêcher, parce qu'eux autres, ils s'en allaient en direction du siège social de la GRC, c'est-à-dire les bureaux de la GRC à Drummondville étaient en haut de l'Union Vue aujourd'hui. Et c'est là qu'ils retraitaient. Ils s'en allaient, mais ils avaient arrêté au pied de la rue Elliott. Puis, il y a eu des assauts, des contre-assauts. Là. On était rendu à 11h30 du soir. Là. Tout à coup, il y a quelqu'un parmi les émeutiers qui a vu 3 hommes qui étaient debout à côté du manoir Drummond, puis qui prenaient des notes dans des calepins. Puis des hommes inconnus, évidemment. Fait qu'on leur a demandé de s'identifier. Fait que, il y en a un, il dit « Pas de problème. Mon nom, c'est Earl Banner, et je suis journaliste du Globe and Mail de Toronto et du Boston Globe. » Fait que l'autre, c'était Lawrence Conroy. Il était journaliste, lui, pour le journal de Gazette de Montréal. Puis il y en avait un troisième, c'était Richard Dagneau, mais aussi pour la Gazette de Montréal. Journaliste anglophone aussi. Alors, là, les émeutiers ont dit comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe, des journalistes anglophones qui sont ici, puis là, mais ils sont mal les frapper. Et M. Banner, en particulier, a eu une fracture au nez, des coups de pied dans les côtes. Il y a un voisin, d'ailleurs, qui a réussi à le faire fuir en douce, parce que là, les émeutiers là, étaient déchaînés contre lui. Un journaliste de Boston ou de Toronto qui était sur place pour voir qu'est-ce qui se passait. Là, ça, il ne digérait pas. Les 2 autres ont été moins malmenés et la foule criait des espions, Stools. Puis finalement, mais, ils ont fait un autre assaut en bas de la côte de la rue Elliott. Puis là, mais là, les agents fédéraux se sont rendus jusqu'à l'Union-Vie. Puis là, ça a continué. Les jeunes prenaient des pierres, des pièces de bois, puis lançaient ça contre l'édifice parce qu'ils étaient rendus à l'intérieur. Ça a duré ça jusqu'à vers 1h, 1h30, 2h du matin. Puis là, à un moment donné, les policiers municipaux, là, ils ont fait le tour là, des émeutiers, puis ils leur ont dit, bien, écoutez, rentrez donc chez vous. Finalement, vers 2h du matin, là, pas mal tout le monde s'est en allé, puis les prévôts, bien, ils ont pris leur véhicule. Dans tout ça, il y en avait réussi à arrêter 5 ou 6 jeunes de Drummondville qui, finalement, tous ont été libérés éventuellement parce que tous avaient des bonnes raisons de ne pas... n'étaient pas conscrits. Mais cette affaire-là a eu un retentissement énorme au niveau non seulement du Québec, mais du reste du Canada. Ça a été... On voit par les rapports de presse, des journaux. La Tribune demandait un éditorial qu'une enquête publique soit faite. Qu'il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient été blessées. Il n'y a personne qui a été décédé, heureusement d'ailleurs.
Puis on parlait de 100, 200, 300 blessés. Les résolutions du conseil de ville de Drummondville qui disaient que ça n'avait pas d'allure, on voulait faire croire au reste de la population du Canada qu'il n'y avait rien que des déserteurs à Drummondville. Le bouquet, c'était dans la presse anglophone. Ça, j'ai pu avoir des extraits de gazettes, de Star, de Montréal aussi, du Globe and Mail et même du Vancouver Sun, où on relate en détail tout ce qui s'est passé. C'était signé, effectivement, des noms que je vous ai mentionnés tantôt, M. Banner, Conroy et Daigneault. Alors, ça a eu un retentissement, mais finalement, il n'y a jamais eu d'enquête publique. Deuxièmement, il y a quelques mois plus tard, le gouvernement fédéral, le ministère de la Défense, a envoyé quelqu'un à Drummondville pour s'excuser auprès de la population. Bien des gens ignorent sans doute que Drummondville a vu son nom porté fièrement par un bateau au cours de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Jean-Sébastien Trudel va nous renseigner là-dessus. La cloche que vous voyez derrière moi est le dernier vestige du HMCS Drummondville. C'est une corvette canadienne qui a servi durant la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans le fleuve Saint-Laurent, comme navire d'escorte et dragueur de mine également. L'histoire du Drummondville commence en 1941. Ça fait déjà 2 ans que le Canada est en guerre. Et puis, le Canada, dans un immense programme, décide de lancer par plusieurs dizaines une flotte de corvettes. Et le nom de ces navires-là a été choisi en raison par rapport aux villes qui aidaient le Canada dans son effort de guerre. C'est une marque de reconnaissance. Le Drummondville a été un de ces navires-là. C'est une flotte de petits navires polyvalents et puis qui se déplacent très rapidement. C'est ce qu'on avait besoin dans le fleuve Saint-Laurent. Le Drummondville a été lancé le 21 mai 1941 à Montréal et il a été commissionné le 30 novembre 1941 à Sorel. Il a participé à 6 croisières de patrouille et à 22 convois de Québec à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Il a porté le numéro, pendant la majorité du temps de la guerre, là, J253. Il a escorté différents navires marchands et puis il a eu une brillante carrière, quoiqu'elle a été très, très courte. 2 événements principaux qui marquent la carrière courte du Drummondville. La première se passe le 6 juillet 1942. Le navire est en train d'escorter un important convoi. Rendu à la hauteur de Cap-Chat sur le Saint-Laurent, en pleine nuit, l'équipage du Drummondville est réveillé par une série d'explosions quand même importantes. Le commandant, qui est le lieutenant James Philip Fraser, et son équipage se réveillent en sursaut. Et puis ils se rendent compte, à leur grand étonnement, qu'il y a 3 navires d'escorte qui ont pris feu, qui ont explosé. Alors on se doute rapidement qu'il y a un sous-marin allemand dans le coin. Effectivement, il y a un sous-marin allemand, c'est le U-132 qui s'est attaqué au convoi. Et puis le Drummondville, tout de suite, a mis l'équipage en état d'alerte et est parti à la chasse du sous-marin. Ils l'ont pas trouvé parce que le sous-marin futé, il s'est caché dans le fond de l'océan pour se camoufler avec le fond, pour les sonars. Mais le Drummondville n'a pas lâché prise. Pendant 2 heures, il a lancé des grenades sous-marines en espérant d'atteindre le sous-marin. Ils n'ont pas eu de nouvelles du sous-marin, mais par la suite, on a su que le U-132 a été gravement touché. Il a dû traverser l'Atlantique d'urgence pour rejoindre son port d'attache à La Rochelle, en France, pour des réparations majeures. Là. Le deuxième événement, ça s'est passé en 1942. C'est un destroyer américain qui s'est échoué sur les côtes de Terre-Neuve. Appel de détresse, le Drummondville n'est pas loin et part tout de suite à la rescousse du destroyer. Étant donné que c'est une petite corvette, son tirant d'eau n'est pas très important, alors il a pu s'approcher quand même assez près du destroyer et puis il a pu sauver une 60aine de membres d'équipage du navire. Cet équipage-là a été par la suite transféré immédiatement à Halifax pour des soins, des premiers soins. Après la guerre, la Marine royale canadienne se départit de la plupart de ses petits navires d'escorte. Le Drummondville est décommissionné le 29 octobre 1945. Par la suite, il est vendu à une compagnie privée en 1958, où il va agir comme navire marchand.
Et il va changer de nom également. Il va s'appeler le SS Fort Albany. Et puis, si vous interrogez les bons vieux marins de la marine, vont dire qu'un navire qui change de nom, c'est présage de malheur. Pour le Drummondville, ça s'est appliqué parce qu'il est entré en collision quelques années plus tard à Sorel et il a coulé en quelques minutes. Quelques jours plus tard, on l'a renfloué et puis il a été démantelé. Qu'on se le dise, Drummondville n'a pas à rougir de la participation de ses citoyens à la Seconde Guerre mondiale. Et n'oublions surtout pas que parmi ces derniers, il s'en est trouvé qui ont connu leur jour le plus long. Il y a eu des Private Ryan oubliés dans les tranchées. À tous ceux-là, cette émission se voulait en quelque sorte un hommage rendu. À notre prochaine rencontre, nous nous transposons dans un tout autre registre, c'est-à-dire que nous allons assister à l'évolution industrielle de Drummondville durant la seconde partie du 20e siècle. C'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Repères de mémoire. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et par la suite, durant toute la seconde moitié du 20e siècle, Drummondville connaîtra un développement considérable qui l'amènera à changer totalement sa structure industrielle. Malheureusement, cela n'ira pas toujours de façon facile et sans heurts. Effectivement, autour des années 1970, on connaîtra une profonde déprime de laquelle on ne semblera pas être capable de sortir. Mais heureusement, à partir de 1980, les gens du milieu prendront en main les destinées de la ville et, par le fait même, son évolution. Et de 1980 à nos jours, eh bien, Drummondville connaîtra un fabuleux développement. On le devine, c'est finalement une histoire assez intéressante que nous allons maintenant vous raconter. Et nous n'oublierons pas en cours de route de vous présenter la chronique de Brenda Lee Leblanc. Elle est marquée, cette période, de façon générale, par des annexions de territoire. Il y aura en succession, à partir des années 1955, ce seront Saint-Joseph et Saint-Jean-Baptiste qui s'annexeront à Drummondville. Par la suite, il y aura Grantham-Ouest en 1961, c'est-à-dire une partie de Grantham-Ouest, une première partie. Il y aura Drummondville-Ouest en 1966 qui viendra rejoindre le groupe et la seconde partie de Grantham-Ouest en 1975.
Quant au village Saint-Simon, qui va devenir Drummondville-Sud en 1963, eh bien, ce village, cette ville, Drummondville-Sud, va s'annexer à Drummondville le 1er janvier 1982. Il y avait eu des projets d'annexion antérieurement, entre autres celui du maire Michaud, un maire qui est passé très rapidement comme une étoile filante ici dans l'univers drummondvillois et qui s'était fait connaître par des idées qui, à l'époque, ont suscité bien des réactions. Le maire Michaud a prôné l'annexion d'un territoire pratiquement aussi vaste que celui qu'on connaît actuellement, et ça en 1954, il fallait le faire. En fait, il serait bien illusoire de penser faire tout le tour de cette partie du 20e siècle, c'est-à-dire des années 1950 à 1999, si on veut, faire le tour de ces années-là et de tout dire ce qui s'est passé. On ne sera évidemment pas capable de faire ça à l'intérieur de l'émission. Cependant, on peut aller rechercher, c'est d'ailleurs, vous le savez, la thématique même de l'émission, aller chercher des repères. Des repères qu'on peut établir de façon plus ou moins arbitraire, mais qui quand même ont leur raison d'être, où on pourrait dire que cette période est divisée en 3 temps, c'est-à-dire une période qui va de 1950 à 1965, ensuite de 1965 à 1980, et finalement de 1980 à nos jours. De 1950 à 1965, de fait, c'est qu'on n'avait pas vu venir ce qui était en train de se produire. C'est-à-dire que, l'industrie textile, on avait tenu pour acquis que ça irait tout le temps. Or, à partir des années 1950-55, là, ça périclite et dangereusement. En 1950, Drummondville est la 3e ville industrielle en termes du nombre d'emplois manufacturiers au Québec. La 3e après Montréal et Québec. Je dirais qu'elle est au fait de sa gloire là, sur le plan industriel, sur le plan du développement économique. Mais le début des années 50 aussi, c'est vraiment là, c'est catastrophique pour toute l'entreprise, pour tout le domaine du textile. Et comme à l'époque, 80% de la main-d'œuvre ouvrière était affectée à des emplois dans le textile, donc là, c'est là que vraiment, je pense que les problèmes s'engagent. C'est au début plutôt des années 50. On s'en aperçoit pas tout de suite, là, parce que quand même, l'économie, ça roulait tellement bien. Alors, je dirais probablement que c'est vers 1955, et puis là ça allait toujours de mal en pis. Donc, c'est aussi l'époque où on n'a pas beaucoup de ressources pour essayer de diversifier, parce que je pense bien qu'ils avaient déjà réalisé que s'ils n'arrivaient pas à diversifier la structure industrielle, c'est à peine perdu. Alors, mais on n'a pas beaucoup de ressources, hein? On n'a pas de commissaire industriel, ça dépend de la bonne volonté, bien souvent, du maire, qui est là, lui, à temps partiel. Il a déjà aussi souvent sa propre entreprise ou son emploi. Alors, c'est comme ça, je pense que ça a traîné peut-être assez longtemps, vraiment, avant qu'on mette des ressources qui puissent vraiment changer le portrait de la structure industrielle. Madame Allard nous a déjà rappelé d'ailleurs que, n'ayant pas de commissariat industriel, Drummondville ne savait pas trop où aller, et tout ça n'a reposé pendant cette période-là que sur les épaules d'un seul homme, un M. George Haggerty. De 1950 à 1965, en fait, on va connaître de nombreuses entreprises qui arrivent à Drummondville, mais certaines vont rester, mais bon nombre ne font que aller et venir, ou venir et aller selon le point de vue où on se place. Et disons que les initiatives au niveau industriel ne connaîtront pas le succès escompté. En 1962, il y aura une grève, d'ailleurs, à la Célanise, une grève qui va durer 7 semaines et qui mettra 1700 employés à la rue, littéralement. Drummondville connaîtra une extension au point de vue industriel, justement, à partir du moment où on s'avisera de l'intérêt qu'il y a d'avoir des terrains. Et c'est là que Drummondville a commencé à acheter des terrains, dans les années 1955, pour créer le premier parc industriel. Et ce sera aussi l'annexion de Grantham-Ouest, en conséquence, une partie de Grantham-Ouest en 1961.
Et on créera un second parc industriel en 1976. Un parc industriel qui va bientôt devenir parc industriel régional même. Ce qui caractérise également cette période 1950-1965, c'est la mise en place d'infrastructures routières très importantes. Si on regarde ça de façon chronologique, on s'aperçoit qu'en 1957, un pont sur la route 9, traversant la rivière Saint-François, sera ouvert. On débutera la construction et il sera ouvert une année plus tard, en 1958. Il y aura également ce qu'on a appelé le trèfle qui va être construit, cet échangeur, et qui était le premier du genre au Québec, semble-t-il, et qui va être situé là où existait auparavant ce qu'on appelait la courbe de la mort, c'est-à-dire que quand on venait de Montréal ou de Saint-Hyacinthe et qu'on entrait à Drummondville, c'était un virage à 90 degrés et les accidents ont été nombreux, les morts également. Il y a eu, à partir de 1959-60, les travaux sur le boulevard Saint-Joseph, c'est-à-dire qu'on va élargir à 90 pieds entre justement le trèfle et le viaduc qu'on aura construit sous les voies du Canadien national. Il y aura aussi le pavage de ce boulevard au cours des années 1961 entre la Sélanise et l'église Saint-Philippe. Et à l'automne 61, ce sera les débuts des travaux de la Transcanadienne qui, évidemment, vont durer de 1961 à 1964-65 et qui vont permettre, bien sûr, à tout le monde de pavoiser dès les années 1964 parce que là, désormais, on peut aller à Montréal sur une voie double. Il y a eu le projet des chutes Spicer qui était toujours en vigueur, semble-t-il, ou du moins on le disait, et qui revenait sur le tapis, mais ce ne sera pas pour longtemps. Effectivement, dès l'année suivante, en fait, dès 1967, on dira, ben non, finalement, il n'y a pas suffisamment de force hydraulique sur ces rapides pour faire quelque chose de valable. Or, il y a même un journaliste à ce moment-là qui a eu l'idée, ou en tout cas qui a pensé, pourquoi ne ferait-on pas de la centrale Hériot actuelle une centrale nucléaire? Je vous laisse à penser de ce que ce serait si ça avait été fait. L'aéroport sera toujours aussi dans le décor, et c'est en 1963 qu'on fera une inauguration de l'aéroport municipal à Saint-Nicéphore. Parlant d'aéroport, il y a eu, en 1968, toute l'aventure du désir de Drummondville de porter sa candidature pour l'obtention de l'aéroport international. En 1968-69, il y a eu tout un battage publicitaire, il y a eu tous des efforts conjugués pour y parvenir, mais finalement, bon, c'est que l'aéroport se retrouvera à Mirabel. Ce seront aussi les débuts des travaux sur le 51, comme on l'appelait à l'époque, en 1971. Il y a des projets de stationnement, des stationnements sur la rue Riot, entre autres. En fait, en 1973, on le fera, le stationnement derrière les magasins de la rue Riot, mais on était passé par toutes sortes de projets antérieurement. C'est-à-dire qu'en 1961, il était même question d'un énorme, pour Drummondville, parking étagé de 4 à 5 étages, avec des commerces au rez-de-chaussée. Ce projet-là, inutile de le dire, il n'a jamais vu le jour. Il y aura le pont de la Traverse au bout de la Saint-Georges, qu'on aura élargi pour ce faire, et qui sera en opération à partir de 1976. Je parlais en introduction de cette profonde déprime qui va marquer Drummondville, en fait, autour des années 1970. C'est effectivement les années 70 à 80 vont être celles qui vont être les plus pénibles, les plus difficiles à passer pour les Drummondvillois. C'est là que va intervenir ce qu'on pourrait appeler ici une crise économique importante à Drummondville. Crise économique qui est due, au contexte plus général de l'économie mondiale, finalement, mais crise économique qui va ici se poser avec beaucoup d'acuité. Les statistiques, nous montrent que pour les salaires, c'est-à-dire que dans les villes semblables du Québec, Drummondville a une moyenne de 69 $ par semaine de salaire, alors que Chicoutimi, par exemple, a 105 $ par semaine de salaire. Il y aura des campagnes de promotion, toutes sortes de mesures qu'on mettra en branle. On va rechercher un slogan pour faire connaître Drummondville, mais bon, ça ne semble pas avoir connu des suites heureuses. En 1973-74, Drummondville bat tous les records non enviables, si on veut. Elle sera 95e sur 100 au Canada pour les villes de son importance.
Et il y a même un journaliste ici de La Parole qui parlera de Drummondville comme étant les maritimes du Québec. Il y aura un lock-out puis une grève à la Célanise. Et cette grève va être une grève très dure, c'est-à-dire où, semble-t-il, c'est la première fois que la sûreté, les policiers vont employer les gaz maze, c'est-à-dire les gaz paralysants. De sorte que les gens vont entrer pendant cette période de crise dans une profonde déprime. Déprime qui est occasionnée, entre autres, par les colibets de toutes sortes que l'on reçoit, qui viennent, entre autres, de la revue Crow, cette revue satirique qui est tombée à bras raccourcis sur Drummondville pendant plusieurs années, et également par la revue L'Actualité qui publiera en 1977 un reportage très défavorable à Drummondville. Cette profonde déprime, d'ailleurs, est alimentée par toutes sortes d'événements un peu curieux. Entre autres choses, le stade du centre-ville va partir au vent, en partie en tout cas, et sera démoli en 1979, ce qui n'est pas pour faire plaisir à bien des gens. En 1979, il y aura une question qui sera omniprésente à Drummondville, c'est-à-dire cette question de l'éventuelle démolition de la gare du Canadien-Pacifique pour permettre à la rue des Forges de joindre les rues Lindsay et boulevard Saint-Joseph. Or, cette démolition va tenir l'actualité pendant toute l'année 1979 et finalement, contre toute attente, après des audiences qui vont être tenues pour en discuter, contre toute attente et brusquement, la ville de Drummondville décidera en 1980, en février 80, de démolir. Certains auront dit sauvagement, dans le fond, mais bon, je vous laisse l'apprécier, de démolir cette gare. Nous sommes rendus aux années 1980 à nos jours, mais comme nous venons de parler de questions patrimoniales, eh bien, je pense que l'instant est tout indiqué pour insérer la chronique de Brenda-Lee Leblanc. Bonjour. À la meilleure histoire, c'est la vôtre cette semaine, les bonnes conditions de conservation. Alors, on a fait notre inventaire, on a fait notre enquête orale et notre recherche historique. Maintenant, nous devons nous assurer de la bonne conservation de nos objets familiaux. Premièrement, la manipulation. Pour manipuler ces objets, il est important de faire attention à nos mains. Vous savez que nos mains contiennent des sels, des graisses et de l'eau. Alors, lorsqu'on manipule nos objets patrimoniaux, on transmet cela aux surfaces touchées. Les graisses dans nos mains altèrent les tissus et les papiers et les métaux sont altérés par l'eau et le sel. Il est aussi très important de retirer vos bijoux quand vous manipulez des objets. Lorsqu'on souhaite déplacer ces objets, il est important de vérifier, voir s'il y a des zones affaiblies sur les objets. En exemple, pour une tasse, il est toujours préférable d'examiner l'anse et de voir si c'est affaibli. Alors bien sûr, on ne transporte pas par l'anse, par le dessous. Maintenant, le rangement de nos objets de patrimoine. S'il vous plaît, ne pas ranger vos objets dans les caves et les greniers. Ces endroits sont humides et subissent des variations de température qui peuvent parfois être extrêmes. Un autre point pour la bonne conservation de nos objets, il est très important de faire attention à leur exposition à la lumière, ce qui peut les décolorer. Pour conserver les objets maintenant, on suggère de ranger le tout dans des boîtes de carton ou des contenants en polypropylène et d'emballer les objets avant de les déposer dans les boîtes ou dans les contenants en polypropylène. Vous pouvez emballer vos objets dans du papier de soie, dans du papier sans acide ou dans du coton écru. À la prochaine chronique, nous verrons d'autres bonnes conditions de conservation.
L'année 1980 ou les années 1980 marquent un tournant dans l'histoire de Drummondville et c'est là qu'on va reprendre vraiment du poil de la bête, comme diraient les journalistes sportifs. Cette période a été analysée par Guy Gauthier, un économiste géographe, et M. Gauthier est capable vraiment de nous en parler d'abondance. Dans les années 80, un groupe de personnes a commencé à penser à mettre en place un sommet qui réunirait l'ensemble des différents intervenants de la région pour savoir comment Drummondville devrait se reprendre en main pour connaître un développement. Et depuis ce temps, on peut dire que le succès a été assuré puisque régulièrement, année après année, Drummondville réussit à créer de nombreux emplois industriels. Il faut se rappeler que traditionnellement, Drummondville s'est développé à partir de l'emploi industriel. Parce que contrairement à des villes comme celle de Sherbrooke ou encore Trois-Rivières, on n'a jamais été une capitale administrative et du coup, on n'a pas pu bénéficier des emplois souvent bien payés et en même temps qui permettaient, disons, aux décideurs qui étaient en place, d'apporter peut-être davantage de retombées à la localité. Puis en même temps, on n'a pas eu d'université, on n'en aura probablement jamais non plus, ce qui fait qu'il fallait continuer à se développer à partir du secteur industriel qui était vraiment le moteur de la région. Donc, dans un premier temps, on peut se poser la question suivante. Comment se fait-il que Drummondville, une ville qui, à peu près 20 ans, était considérée, je ne parlerai pas de l'article de l'actualité qui disait une ville à l'agonie, comment ça se fait qu'aujourd'hui, surtout peut-être depuis les années 90-95, on est reconnu au Québec comme un centre fortement dynamique? Alors, personnellement, j'y vois en gros peut-être quatre principales raisons. La première, c'est que Drummondville, comme je le mentionnais précédemment, dans les années 80-82, a décidé de se prendre en main, la collectivité régionale notamment, et elle a mis en place un sommet économique qui regroupait peut-être une vingtaine d'intervenants d'autant de secteurs. Et suite à ça, il y a eu, je dirais, la dynamisation du commissariat industriel, la Société de développement économique, qui est devenue passablement, je dirais, efficace, notamment grâce à un investissement qui est quand même de plusieurs millions de dollars par année. Alors, ce qui fait que cette société de développement a été à l'affût de différents avantages que Drummondville pourrait je dirais, avoir en allant chercher différentes entreprises. Donc, puis en même temps, cette société, encore une fois très dynamique, a mis en place toutes sortes de projets pour supporter le développement économique et particulièrement industriel local. Puis aussi, parce qu'on pourrait toujours se dire comment ça se fait que des villes, par exemple, ou des lieux comme celle ceux du lac Saint-Jean ou encore Sorel ou d'autres ou Trois-Rivières connaissent des difficultés alors que Drummondville va relativement bien de ce temps-ci. Un des facteurs, c'est sûrement l'affirmation d'un entrepreneurship local et régional passablement fort. On entend parler souvent que c'est en Beauce que ça se passe, mais de plus en plus de personnes dans la communauté québécoise voient Drummondville comme un lieu où l'entrepreneurship régional est très fort. Alors, comment expliquer ça? Bien, c'est certain qu'il faut retourner un petit peu dans l'histoire. Alors, comme on le sait, Drummondville a été pendant très longtemps une ville où l'industrie du textile dominait. Et on sait que l'industrie du textile ne verse pas nécessairement des salaires très élevés. Par conséquent, les travailleurs qui voulaient améliorer leur sort ne pouvaient pas espérer aller dans une entreprise qui offrirait des salaires très élevés, comme c'était le cas, par exemple, à Asbestos ou encore à Sorel ou à Trois-Rivières, où les écarts de salaire à l'intérieur de la région étaient pas seulement élevés. Alors, si quelqu'un voulait demeurer à Drummondville et qu'il voulait améliorer son sort, bien, il lui restait peut-être à penser à créer son entreprise. Est-ce que ce serait là l'origine notamment de l'entrepreneurship régional? Je pense qu'on peut y voir une cause de cette situation. Puis également, est-ce que la localisation de Drummondville jouerait en sa faveur actuellement?
comme on le voit à travers les différents médias, année après année, depuis peut-être 4 ou 5 ans, Drummondville réussit à créer, et la région entre autres, réussit à créer au-delà de 1000 emplois industriels par année. Il faut quand même le faire. Alors, comment expliquer que cette situation-là, on parlait tantôt de la grande diversité des entreprises industrielles de Drummondville, mais il faut peut-être y voir un avantage que Drummondville aurait compte tenu de sa localisation. Alors, je pense que tout le monde le sait. On est relativement bien situé entre Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Alors, probablement qu'au plan industriel, ceci nous avantage. M. Gauthier a mentionné qu'il y a eu la création de la Société de développement économique au milieu des années 1980. Eh bien, cette société, la SDED, va opérer de petits miracles dans tout le domaine industriel et économique à Drummondville. M. Martin Dupont, qui en est actuellement son directeur général, peut nous renseigner là-dessus. Bien, le développement économique des villes, il y a eu plusieurs départements d'initiatives de développement économique qui ont été créés au Québec. Drummondville a créé le sien au début en 1986. Avant ça, c'était la Commission de développement économique, mais depuis 1986, la Société de développement économique de Drummondville a ses statuts, a toujours eu pour mission de promouvoir et de développer et de créer des conditions favorables au développement économique. Depuis le début des années 90, la Société de développement économique s'est beaucoup transformée. Elle a mis sur pied, en collaboration avec la ville de Drummondville, des outils de développement innovateurs. L'incubateur industriel en est un. Le carrefour de la nouvelle économie que nous sommes en train de construire près de l'autoroute 20 est une autre belle initiative de la Société de développement. Mais aussi la prospection industrielle que la SDED a réalisée au cours des dernières années, je pense qu'elle est digne de mention à l'échelle du Québec et en collaboration avec la ville de Drummondville, naturellement. Donc, l'agrandissement du parc industriel régional, depuis 1988, il s'est vendu tout près de 250 terrains industriels par le biais de la Société de développement économique, avec lequel la ville a procédé à la vente des terrains. Donc, je pense que depuis 1990, il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur de la Société de développement économique qui se transforment à chaque année pour avoir des mandats de développement qui lui sont confiés peut-être plus précis. En 1988, nous avions 256 entreprises manufacturières. Aujourd'hui, nous en avons 500. Donc, il y a eu une très forte progression. Nous sommes passés de tout près de 8 000 emplois industriels à 15 000 aujourd'hui. C'est un sommet jamais inégalé à Drummondville. Et ces emplois industriels sont répartis en 10 secteurs d'activité. Présentement au Québec, Drummondville est parmi la courte liste des villes du Québec. Et je vous dirais courte liste parmi les 5 à 6 villes du Québec qui connaissent la plus forte croissance industrielle. Et ça, c'est pas rien. Il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans, il y a une statistique qui est sortie comme quoi qu'on était la 3e ville au Québec qui recevait le plus grand nombre d'investissements industriels. Donc, c'est un palmarès très intéressant pour l'ensemble des Drummondvillois. Et on a à être fiers de ça parce que le succès attire le succès. Donc, plus Drummondville est perçu comme étant une région dynamique et une région où il se passe des choses du côté industriel, bien, plus le développement résidentiel et le développement commercial va s'accentuer. D'ailleurs, dans la région centre du Québec, la région de Drummondville est la seule région actuellement qui a une migration positive de population, c'est-à-dire que la population augmente. S'il s'est passé des choses à Drummondville, c'est parce que les gens de Drummondville ont réalisé des projets, ils se sont pris en main, ils n'ont pas attendu après les emplois de l'État, par exemple, pour se développer. Drummondville s'est développé et on l'a vu il y a quelques années, les gouvernements fédéral et provincial ont beaucoup réduit les employés de l'État dans certaines villes du Québec. Les villes où il y avait une forte concentration ont ressenti un ralentissement économique. Ce n'était pas le cas de Drummondville. Drummondville connaît son succès économique par ses entreprises privées, par l'entrepreneurship drummondvillois qu'on a chez nous
panneaux en nos murs. Et naturellement, ça met la ville en bonne position stratégique pour gagner à différents niveaux. À l'évidence, tous les éléments sont là, hein, pour nous prouver que Drummondville, dans la dernière partie du 20e siècle, a connu un développement considérable. Et cela, on a apporté plusieurs raisons, mais il y en a une, on l'aura remarqué, qui revient constamment comme un leitmotiv, c'est-à-dire c'est le moment où les gens ont décidé de se prendre en main, qui semble être le point tournant de toute cette belle histoire qui se termine finalement assez bien jusqu'à maintenant. À la prochaine émission, nous allons regarder ce qui, parallèlement à cette période d'industrialisation, comme on vient de parler, parallèlement à cette période, donc, ce qui s'est passé au domaine commercial et en fait dans tout le secteur tertiaire. Alors, c'est un rendez-vous.